le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. De retour avec la page internationale au grand journal du 14h après la semaine pascale, en direct depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas, pour présenter cette page internationale. À Jacques Mel, pour présenter le grand journal, Joël François et Smith Jean-Julien. Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacques Mel. Au moins 6 personnes ont été tuées et 24 blessées dans 2 explosions ayant frappé mardi une école pour garçons de quartier de Kaboul, largement peuplée par des membres de la minorité chiite Hazara. Voici un reportage signé Euronews. 2 explosions ont frappé ce mardi une école pour garçons de la capitale afghane, faisant moins 6 morts. Les 2 bombes artisanales ont explosé en dehors de l'école Abdul Rahim Shahid, située dans le quartier de Dasht-e-Barchi, peuplé en grande majorité par des chiites Hazara. La 2e explosion a eu lieu une fois que les premiers secouristes étaient arrivés pour porter assistance aux victimes. Les hôpitaux afghans ont indiqué avoir reçu plus d'une vingtaine de personnes blessées dans les explosions. En Afghanistan, la minorité Hazara est marginalisée depuis des siècles et régulièrement persécutée dans ce pays à majorité sunnite. Le quartier visé ce mardi a déjà été la cible par le passé du groupe État islamique. Direction la Russie, le président russe Vladimir Poutine affirme que la politique occidentale de l'autre sanction contre la Russie a échoué, comme en témoigne la reprise économique du pays. Cependant, le gouverneur de la Banque centrale de Russie a une vision plus sombre. Voici un reportage signé CGTN News. Le président Vladimir Poutine a affirmé que les pays occidentaux n'ont fait du mal qu'à eux-mêmes en imposant des sanctions à la Russie. Lors d'une réunion télévisée sur l'économie, le président russe a déclaré que l'Europe et les États-Unis sont ceux qui subissent l'impact économique. Il a insisté sur le fait que la Russie avait survécu à un blitzkrieg économique, soulignant la stabilisation de l'inflation, la normalisation de la demande de détail et le rendement du rouble. Nous pouvons maintenant dire avec confiance que cette politique envers la Russie a échoué. La stratégie de blitzkrieg économique n'a pas fonctionné. De plus, les initiateurs eux-mêmes n'ont pas pu s'en sortir avec les sanctions. Je parle de la croissance de l'inflation et du chômage et de la dynamique économique qui s'aggrave aux États-Unis et dans les pays européens. Mais ces progrès sont en grande partie dus au contrôle des capitaux qui ont peu de chances de rester en place à long terme. L'optimisme du président contraste avec celui du gouverneur de la Banque centrale de Russie. Elvira Nabiullina a averti lundi que si les sanctions touchent d'abord les marchés financiers, elles affecteront de plus en plus l'économie. Elle a déclaré que le pays ne pouvait survivre que pendant une période limitée grâce à ses réserves et elle a prévu une nouvelle flambée des prix de certains produits. Le taux d'inflation annuel de la Russie est actuellement de 17,5%. Malgré cela, Nabiullina a laissé entendre que les taux d'intérêt baisseraient lentement pour permettre davantage d'emprunts à mesure que les entreprises s'adaptent à leur nouvelle réalité. Pendant ce temps, la télévision d'État russe a diffusé un appel lancé par 2 soldats britanniques capturés qui avaient combattu avec l'armée ukrainienne. Ils ont demandé au Premier ministre Boris Johnson d'aider à organiser un échange de prisonniers pour l'homme politique ukrainien Viktor Medvedchuk, un allié du Kremlin. Moscou a déjà rejeté l'idée qu'il puisse faire partie d'un échange car il n'est pas citoyen russe. Il n'a pas été précisé quand la vidéo a été tournée ni si les soldats s'exprimaient librement. Direction la Tunisie, victime de discrimination, des migrants veulent quitter la Tunisie. Depuis 3 jours, ils manifestent devant les bureaux de l'ONU de la capitale et dénoncent l'immobilisme de l'organisation. Voici un reportage signé Africa News. 3e jour de sit-in en Tunisie. Des dizaines de migrants et réfugiés africains manifestent devant les bureaux du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Tunis. Ils demandent à être évacués du pays où ils affirment subir racisme et agression. Nous voulons l'évacuation. Oui, nous voulons évacuer de ce pays. Oui, nous avons très vécu. Nous avons vécu le racisme au café. Nous avons agressé dans nos maisons.
Vraiment, c'est ça nos voies pour transporter les autres. Nous voulons juste évacuer de ce pays. Majoritairement rescapés de tentatives d'immigration clandestine par la mer, les migrants et réfugiés dénoncent l'immobilisme des Nations Unies. Le vrai problème avec la Commission de l'ONU, c'est qu'elle a abandonné son rôle principal qui est de nous protéger. Et au lieu de le faire, elle nous a laissés dans la rue. On vit à Zarzis et la Commission de l'ONU a exigé notre évacuation, a coupé tous les fonds et a cessé de nous protéger. Selon les dernières données du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, les gardes-côtes tunisiens ont intercepté plus de 25 000 migrants qui tentaient de traverser la Méditerranée en 2021. Direction les États-Unis, une juge américaine a déclaré lundi illégale l'obligation fédérale du port de masques sanitaires dans les transports publics aux États-Unis. Les compagnies aériennes ont immédiatement mis à jour leurs règles après plusieurs semaines de combats judiciaires. Voici un reportage signé France 24. Je viens de vérifier avec la compagnie, la position de Delta Airlines est la suivante. Le masque est optionnel ce soir pour les membres d'équipage, mais aussi les passagers. Visiblement, la nouvelle leur fait plaisir. Ces passagers viennent d'apprendre que le port du masque n'est plus obligatoire. Une juge d'un tribunal de Floride a rendu une décision ce lundi. Selon elle, les autorités sanitaires américaines ont outrepassé leurs prérogatives en imposant le port du masque dans les transports. J'ai un peu hésité à enlever mon masque. Je l'ai fait quand on a quitté l'avion. Ceux qui ne sont pas vaccinés devraient continuer à porter un masque. Malgré la présence d'un lapin de Pâques dans une ambiance détendue, la Maison-Blanche ne masque pas son désaccord avec la décision. C'est une décision décevante, mais les autorités sanitaires continuent de recommander le port du masque dans les transports publics. Le ministère de la Justice prendra toutes les décisions concernant un contentieux. La fin de l'obligation du port du masque s'applique aussi dans les métros, les trains ou encore les bus. Depuis plusieurs semaines, l'administration Biden était sous pression pour lever cette obligation, notamment de la part d'une vingtaine d'États américains, dirigés par des gouverneurs républicains. Zoom sur la guerre en Ukraine, la Russie appelle les défenseurs de Mariupol à cesser leur résistance insensée. Le débat était très intéressant sur une station française, LCI. Écoutons un extrait. Alors que la Russie, on l'aura compris, a mené des dizaines de frappes aériennes, c'est ce qu'elle a annoncé ce matin. Elle appelle également tous les militaires ukrainiens à déposer les armes. Annonce faite par le biais du ministère russe de la Défense. Ne tentez pas le destin, prenez la seule décision correcte, celle de cesser les opérations militaires et déposer les armes. Et il promet également en outre la vie sauve aux combattants ukrainiens de Mariupol, occupant encore son site industriel d'Astoval s'il se rendait à partir de midi. Est-ce que c'est crédible, Gilles Montré ? On est comme depuis le début de la guerre dans une guerre aussi de communication. Les Russes communiquent en disant rendez les armes, voilà, nous vous épargnerons, on est tout au bout du conflit, tout au bout du combat sur Mariupol, l'air de dire nous avons déjà gagné, alors qu'on a entendu tout à l'heure le maire adjoint de Mariupol, Andriïchenko, dire au contraire pas du tout, les Russes n'occupent que 2 parties de la ville. La réalité, elle est probablement, comme toujours, entre les deux, sur le terrain, difficile à lire, nous, de notre côté. Mais on voit bien que le moral est très important. Les Russes cherchent à saper le moral des Ukrainiens, alors qu'au contraire, ce moral a été revivifié par, d'une part, le retrait russe depuis 15 jours de l'ouest du pays, et puis par la résistance ukrainienne qui permet aux Ukrainiens de résister. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est passé dans une deuxième phase de ce conflit, qui est maintenant d'une guerre encore plus violente et qui surtout va s'inscrire dans une très longue durée. Dans la première phase du conflit, on pouvait encore penser que peut-être il y avait une guerre de position qui était assez rapide du côté des Russes, il y avait des négociations en parallèle. Peut-être, on a cru à un moment, il y a 15 jours, que peut-être il y aurait une issue négociée. Là, ça s'est complètement sorti de la table, confirmé par les deux parties. Les Américains pensent que le conflit va durer jusqu'à peut-être 2023. Les Européens et les Américains, les Occidentaux sont maintenant en soutien purement militaire. On a vu que les sanctions arrivaient un peu à leur limite, donc on est en soutien militaire. Ce qu'il faut noter, c'est que ce sont quand même les Américains, de ce point de vue-là, qui ont pris le leadership.
j'ai envie de dire, depuis peut-être la visite de Biden en Pologne. Ça a été très visible. On a vu Biden, il a été le premier à rencontrer les ministres des Affaires étrangères et de la Défense ukrainiens. Ils ont été les premiers Américains à aussi se retirer un peu aussi de la négociation. Ils avaient envoyé des signaux, le conseiller à la sécurité nationale avait fait des déplacements, on avait eu des espoirs. C'est les premiers à avoir dit non, et quand Biden a dit c'est un boucher, on a compris qu'en fait ils ne croyaient plus à la négociation. Ils ont fait leur dernier paquet d'armes qui sont en train d'arriver en Ukraine, qui passent un cran, c'est ce qu'ont dit les Russes, hein. Ce sont maintenant pas simplement des armes défensives, ce sont des armes vraiment offensives. Et puis aujourd'hui, ils convoquent cette réunion des Occidentaux. Enfin, c'est Biden qui convoque. Hein. On dit Biden et des dirigeants occidentaux se réuniront. Donc on a envie de dire où est passée l'Europe. De cette réunion qui aura lieu à la mi-journée en visioconférence après le début de l'offensive russe à l'est du pays. Nadia Bernard-Kovalchuk, qu'est-ce que vous dites ce matin face à l'appel de la Russie qui demande aux Ukrainiens de déposer les armes ? Alors oui, effectivement, pour nous, on le vit de façon, comment dire, c'est assez... quand on voit comment les défenseurs de Mariupol, ils tiennent la ville, ils continuent le combat, tandis que la ville est presque détruite. Depuis seulement quelques jours qu'on a détruit le vaisseau Moskva, qui a quand même énormément contribué à la mobilisation et à notre morale et à notre croyance en victoire, parce qu'il s'agissait d'une opération extrêmement compliquée qui était menée en conjoncture avec plusieurs forces, aussi bien sur terre qu'aériennes. Donc nous savons que maintenant nous sommes capables de faire et d'effectuer les opérations militaires extrêmement compliquées, et les appels de ce genre de déposer les armes, franchement, ils ne sont considérés qu'avec un mur. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. La production est signée Prod, réalisation Télébeltor pour le corps de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Présentation Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Couleur du temps pour ce aujourd'hui à Boston, 55 degrés Fahrenheit, 13 degrés Celsius. À Jacmel, 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. J'espère que vous avez passé une excellente semaine pascale. Bonsoir Ronel, bonsoir Rubens, bonsoir Spencer Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Passez un excellent mardi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.